Au fur et à mesure qu'on égalise les conditions réelles des sociétés, la moindre inégalité résiduelle restante devient encore plus scandaleuse. Si en entreprise, vous vous mettez à recruter non plus sur la compétence, mais sur des quotas identitaires à cocher, tous les domaines concernés par les quotas vont s'effondrer en compétences. Une fois que vous êtes dedans, comme dans une secte, c'est très très difficile de faire marche arrière. Il y a beaucoup de raisonnements circulaires, par exemple. Quelle est la définition d'une femme dans ce milieu-là? Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme femme. Mais qui s'identifie comme quoi? Comme femme. Oui, mais femme, ça veut dire quoi? Femme, ça veut dire une personne qui s'identifie comme femme. Et on tourne en rond. J'ai rencontré quelqu'un qui devait être directeur financier dans un encore plus grand groupe et qui simplement n'a pas été embauché de ses propres mots parce qu'il cherchait une femme. L'entreprise cherchait une femme. C'est-à-dire qu'il a été discriminé à l'embauche, très concrètement. Et il trouvait ça très bien. Un sondage avait été fait en décembre dernier. Pensez-vous que les Blancs sont une race intrinsèquement coupable et qu'il faudrait discriminer contre eux à l'embauche? 79% des 18-24 ans étaient d'accord. Donc si vous projetez l'évolution de cette démographie, l'avenir américain s'annonce sombre. Salut Pierre-Valentin. Salut. Heureux de t'avoir aujourd'hui sur notre chaîne How to Bitcoin. Aujourd'hui, on va revenir sur ton travail, le plus grand, celui qui te prend le plus de temps aujourd'hui, c'est le wokisme, c'est son étude, c'est comprendre ses origines et qu'est-ce qu'il nous veut. Et moi, je t'ai connu au début grâce à ton intervention chez VA+, qui a fait quasiment un demi-million de vues, qui était un vrai succès, où tu l'expliques simplement avec tes termes, ce qui est pas chose facile et ce qu'on va essayer rapidement de refaire au début. Tu avais écrit aussi 2 livres à l'époque, L'idéologie woke, Anatomie du wokisme et Face au wokisme, qui sont les 2 premiers ouvrages que j'ai lus sur le sujet, qui m'ont moi-même éveillé. Je sais pas si on a le droit d'utiliser le terme maintenant, maintenant qu'il est compromis. Et en 2023, tu as écrit ce livre, je te pique, Comprendre la révolution woke aux éditions Gallimard, qui est c'est un des premiers livres français en fait sur le sujet, j'imagine. Alors ce dont tu parlais pour 2021, c'était pour un think tank, c'était des notes. Okay. Et là, c'est mon premier livre là-dessus, mais entre 2021 et aujourd'hui, globalement, il y a eu d'autres ouvrages en France qui ont été faits et qui ont apporté à l'analyse du phénomène. Ok, mais t'as été pionnier, on va dire, sur la question en France. En 2021, oui, c'était tôt dans l'analyse. Okay. Les gens savaient pas du tout ce que c'était, il fallait tout leur expliquer vraiment très très clairement. Ok. Et aujourd'hui, tu as une chaîne aussi Transmission que tu as démarré il y a quelques mois. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est ça. Pas de bêtises. Bien sûr. Et qui, un peu de la même manière que nous, s'occupe d'aller gratter chez à la fois les baby boomers, les anciens, on va dire, qui sont encore parmi nous, qui ont beaucoup de choses à dire, et aussi la nouvelle génération, et qui pareil s'exprime sur les questions. Ouais. L'idée c'est de faire lire à notre génération nos grands intellos. Et sur Transmission, j'essaie de recevoir vraiment les plus grands qu'on ait en France et qu'on a la chance d'avoir en France, qu'on a vraiment des super intellos, et de les rendre accessibles à notre génération et de converser sans montage avec eux pendant 1h30, 2 heures. Et également de faire émerger une fois sur 2, en invitant quelqu'un qui a à peu près notre âge, de faire émerger une autre génération également d'intellectuels dans le débat public. Ok, parce qu'en France, on n'a pas que la seconde génération de la French Theory. Alors, il y a beaucoup qui viennent de la gauche, ça c'est vrai, et qui aujourd'hui sont considérés par certains comme étant de droite. Mais oui, l'intellectuel de gauche, c'est quasiment un pléonasme. Dans le monde intellectuel, il y a vraiment une domination intellectuelle et culturelle de la gauche qui est assez forte, même si certains finissent par changer d'avis avec l'âge. Et il existe évidemment des gens qui ont fait toute leur vie intellectuelle à droite aussi, mais c'est vrai que c'est un peu moins commun. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique
par exemple l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Saifedean Ammous, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme 2 livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orange peel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. On va commencer direct dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le wokisme? Comment tu l'expliques simplement à quelqu'un qui n'a pas forcément passé des heures à se renseigner, que ce soit à la fois sur les idées de gauche, les idées de droite, le marxisme? Oui, bien sûr, bien sûr. Comment tu fais ce tour de passe-passe? Alors, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant structurées par des systèmes de pouvoir, des hiérarchies de domination, etc., qui ont pour but de maltraiter les minorités, de les inférioriser, comme ils disent, et qui est fasciné à l'inverse. Enfin, ces militants sont fascinés à l'inverse par la figure de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire du différent, celui qui n'est pas nous, qui a l'immense avantage de ne pas être nous. Et de fait, ça a été le cas dans la psychanalyse, un peu pour d'autres raisons, ça a été le cas dans la philosophie postmoderne, qui s'est mis à écrire autre avec un grand A, un A majuscule, ce qui est une sacralisation. Souvent on met une majuscule à Dieu, par exemple. C'est une divinisation, une sacralisation de tout ce qui n'est pas nous. Et là-dessus, pourquoi c'est important? Il y a une haine de soi collective, civilisationnelle, qui est très très forte dans ces milieux intellectuels, qui est propre à l'Occident. J'ai écrit dans l'ouvrage quelles autres cultures s'amusent autant à s'accuser? Aucune. On peut prendre ce paradoxe sous plusieurs formes. Seules les nations qui savent ce que signifie le préfixe trans sont celles qui sont traitées de transphobes. Seules les nations qui se sont agenouillées pour Black Lives Matter ont été traitées de racistes. Seules les nations dont toutes les multinationales, globalement, pendant le mois de juin, changent la couleur de leur logo pour les mettre aux couleurs LGBT, sont traitées d'homophobes. Je sais pas si tu comprends le paradoxe. Si. C'est ceux qui sont allés le plus loin, ce qu'on appelle, c'est une variante, si on veut, une radicalisation du paradoxe de l'égalité dont parle Tocqueville, qui est que, au fur et à mesure qu'on égalise les conditions réelles des sociétés, la moindre inégalité résiduelle restante devient encore plus scandaleuse. C'est-à-dire que si on fait beaucoup d'efforts pour égaliser, il y aura toujours des inégalités, et la moindre inégalité restante sera perçue avec un microscope de plus en plus puissant, en quelque sorte. Mais il reste encore tout ça. Okay. Et de ce point de vue-là, la taille du microscope va plus vite que la différence. Que la réalité objective. Je vais donner un exemple, ça fait un peu abstrait, dit comme ça. En mode, en fait, à force d'entraîner notre cerveau à les regarder, même si elles diminuent en taille, on les perçoit de plus en plus grosses. Exactement. Ça devient une obsession. Et typiquement, un exemple là-dessus, c'est le terme suprémacisme blanc est utilisé aujourd'hui, dans le contexte américain, 5 fois plus qu'à la fin des années 60. Donc, à moins de considérer qu'il y aurait vraiment 5 fois plus de suprémacisme blanc dans les faits aujourd'hui que juste après la déségrégation américaine, on est obligé d'admettre qu'il y a un décalage entre les discours et la réalité. Et ça me paraît déterminant parce que, encore une fois, il y a des pays qui ne savent pas ce que signifie le terme non-binaire. On aurait plus grand mal à leur expliquer même la notion. Ça rentre pas dans leur paradigme. Et ces pays-là, ils ne sont pas accusés d'être intolérants, etc. C'est ceux qui sont le plus ouverts, qui sont traités comme étant les plus fermés. Je pense que c'est un paradoxe constitutif de l'Occident contemporain. Ok. Et c'est quoi les dangers en fait de cette pensée? Parce qu'on a envie de dire, bah oui, moi tout le monde a envie d'être plus égaux, d'avoir les mêmes choses, qu'on soit traité sur un pied d'égalité, qu'on se rende compte des choses qu'on fait mal. Pourquoi c'est dangereux en fait de penser comme ça? Bah déjà, si on reprend le paradoxe, si au fur et à mesure qu'on égalise les choses, on est traité d'inégalitaire de plus en plus,
on est peut-être sur une dynamique un peu bizarre qui n'aura pas de fin. Donc on se dirige sur un chemin sur lequel on va s'épuiser et qui ne mènera pas à grand-chose de bien. Maintenant, si on prend un exemple plus concret, prenons l'exemple de l'entreprise. Si en entreprise, vous vous mettez à recruter non plus sur la compétence, non plus sur le mérite, non plus sur l'excellence, mais sur des quotas identitaires à cocher. Alors en France, sur l'aspect racial, c'est interdit. En tout cas, c'est interdit juridiquement, mais dans les faits, les gens veulent avoir une photo LinkedIn de leur entreprise plus diverse, et plus de femmes, plus de jeunes, plus de personnes non blanches, etc. Et si on rentre vraiment pleinement dans cette logique où la notion de compétence, de mérite et d'excellence disparaissent, eh bien votre entreprise cessera d'être compétente, méritante et excellente. Et il ne s'agit pas de dire que les minorités ne sont pas capables d'être compétentes. Il s'agit de dire que lorsque vous arrêtez de rechercher la denrée déjà très très rare qu'est la compétence, vous arrêterez de la trouver, ça c'est sûr. Et de ce point de vue-là, tous les domaines concernés par les quotas et par une notion, je dirais, radicalisée de discrimination positive qu'on est en train de voir en ce moment, vont s'effondrer en compétences. Et ça, c'est quand même très grave parce que on est quand même ravi que le chirurgien qui opère notre propre père d'une greffe du cœur soit compétent avant d'être représentatif. Là, j'ai pris un cas volontairement extrême, mais c'est qu'une question de gradation sur les autres domaines. On serait ravi que notre pain chez le boulanger soit d'abord excellent avant d'être représentatif et inclusif. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on arrive à un relativisme qui va être la mort de la compétence au nom de la diversité, au nom de la trinité, diversité, équité, inclusion, qui est très importante au sein du wokisme. Mmh. Et ces derniers mots sont importants aussi, parce que j'aime beaucoup, je le rappelle très souvent, les travaux de James Lindsay, et qui a fait une vidéo récemment, peut-être assez vieille, je me rappelle plus exactement, mais qui l'a nommé le communisme 3.0, où il analyse l'histoire du communisme et selon lui, et quand tu retrouves les travaux originaux de Marx, de Lénine, le stalinisme, et même après le maoïsme, je me rappelle plus comment il s'appelait son pote, Xi Jinping, là, Xiaoping, j'ai oublié, il avait un second là qui était très important. Oui. Et en fait, on retrouve ces termes d'équité, d'égalité, de diversité, et qui ont au final, au fur et à mesure, muté. Mais on conserve cette idée de toujours d'être de l'équité d'outcome en anglais. J'ai toujours du mal à trouver égalité de résultat par rapport à égalité de point de départ. Ouais. C'est ça, et même la diversité. Il fallait qu'il y ait toutes les classes sociales dans son entreprise. Et comment est-ce que pour toi il y a vraiment un lien? Est-ce qu'aujourd'hui en fait on est face à une nouvelle forme de communisme qui est venue par des chemins détournés? Et pour finir, il ajoute aussi, et je trouve ça super intéressant, c'est que on dirait que le communisme a échoué, mais il y a des résurgences, et le point vraiment sur lequel il a échoué, c'est la production. C'est le système économique où on l'a vu en Russie, le pays s'est écroulé sur lui-même, où les gens mouraient de faim, pareil en Chine, et on dirait qu'au fur et à mesure ils se sont dit tiens, en fait les pays qui étaient fascistes, l'Allemagne, l'Italie et tout, ils avaient pas trop de problèmes de production, ils arrivaient à garder une certaine propriété privée chez les entrepreneurs, et on dirait qu'ils ont fait un mix de ça. Ils se sont dit dans une question de pragmatisme, si on veut réussir à arriver jusqu'au communisme où il y aurait plus d'État, de propriété privée, il faut qu'à un moment on soit pragmatique et on n'enlève pas totalement la propriété, on reste sur un système fasciste, mais on infuse du communisme au sein des entreprises. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que le wokisme est le logiciel qui permet d'y arriver? C'est long. Non, mais c'est une bonne question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Si on voulait prendre un point de vue marxistes anti-woke, ils sont pas très nombreux, mais ils existent, on pourrait souligner que dans le marxisme, on est là pour sauver la majorité, et dans le wokisme, on est là pour sauver la minorité. Parce que le prolétariat est majoritaire. Donc là, déjà, il y a un rapport au nombre qui a un peu évolué. Dans le marxisme pur jus, on parle d'abord de classe. Dans l'intersectionnalité woke, qui promet de réunir plein d'identités opprimées, fragmentaires, théoriquement, la question du pauvre existe, mais dans les faits, elle est diluée et déclassée par la question raciale, la question du genre, etc.
sur la question du communisme, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une même logique binaire entre dominant et dominé, qui avant se fondait sur des questions économiques, qui là aujourd'hui se fonde sur des questions sociétales et identitaires. Donc là, c'est un peu le même schéma. Et dans les deux cas, il faut faire la révolution. Avant, il fallait conscientiser le bloc prolétariat, le bloc prolétaire, pour les aider à faire la révolution. Aujourd'hui, il faut conscientiser le bloc racial, le bloc non blanc, pour faire la révolution. Il faut qu'ils se considèrent en tant que race pour faire la révolution contre les blancs, et il faut criminaliser les blancs en tant que blancs intrinsèquement, pour les rendre péjoratifs dans l'espace public, ce pour quoi ils ont assez bien quand même réussi leur coup, et pour ensuite faire une hiérarchie à l'envers pour rééquilibrer. Ensuite, sur le rapport que le marxisme entretient au capitalisme, c'est assez intéressant. J'avais eu une question de dissertation quand j'étais en licence au Royaume-Uni à Exeter, qui était intéressante, qui était: est-ce que Marx critique le capitalisme sur le terrain de l'injustice? Et en fait, on a envie de dire oui, parce qu'on entend Marx qui dit les pauvres, le capitalisme opprime, machin, etc. Et en fait, là, c'est une très bonne question. De fait, c'était un vrai dilemme. C'est pas si évident, parce que Marx explique que le capitalisme est un état nécessaire par lequel on passera pour atteindre le communisme derrière. Est-ce que vraiment on peut expliquer que l'échelle qu'on va utiliser pour monter jusque dans les nuages de l'utopie est en soi négative? Bah, si j'ai vraiment besoin de l'échelle pour y monter, c'est pas évident. Donc d'un côté, il va avoir des discours très, je dirais, moralisateurs, très forts, avec des mots très durs. Et en même temps, il y a aussi le Marx un peu froidement scientifique qui fonctionne par équation et qui dit oui, mais on en a besoin pour avoir un surplus de richesse qu'ensuite on pourra distribuer lorsqu'on aura atteint le stade d'après. Donc la question du rapport marxisme-capitalisme est en soi assez intéressante. Et par rapport à la question des entreprises, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme d'ironie de voir une idéologie qui a une part d'héritage marxiste parvenir à se frayer un chemin du côté de ce qui devait être son ennemi mortel, qui est les grandes entreprises. Et c'est très frappant de voir l'ampleur de la contamination idéologique des grandes entreprises. Alors en France, si on est un peu plus fin dans l'analyse, il y a les grandes multinationales qui ont une succursale française et qui, elles, résistent très peu. C'est-à-dire que vous êtes, je sais pas, la filière de Walmart en France ou j'en sais rien, vous recevez un mémo de votre département ressources humaines qui va dire aujourd'hui ça va être la journée de la Pride, tous les employés vont s'habiller comme ça, machin, et globalement il y a très peu de résistance là-dessus parce que ça vient d'en haut. Ensuite vous avez les grandes multinationales françaises assez américanisées qui là pareil résistent peu. Dans la note Fondapol il y a 2-3 ans, j'en ai plein d'exemples, j'en redonne dans cet ouvrage-là également. Et ensuite, il y a les entreprises franco-françaises un peu plus petites qui, elles, résistent plutôt mieux. Et au sein de ça, on peut découper par sujet. La question raciale passe un peu moins bien en France qu'aux États-Unis quand même. Par contre, la question du genre et du féminisme passe très bien. Donc voilà, je sais pas si ça répond un peu à votre question. Si, pour aller plus loin, ce qui est bizarre, ouais, c'est cet entretien qu'il y a entre, on va dire, le plus haut seuil de capitalisme, on va dire les fonds d'investissement, ouais. les BlackRock qui mettent en fait des grilles de notation, on appelle ça la note ESG, ouais. Pour c'est quoi, économique, social et gouvernance. Moi je les connais en anglais, RSE. Ouais. Responsabilité sociétale de l'entreprise. Et environnementale, ouais, je crois. Ouais. Je crois qu'on l'a transformé en environnemental, mais au début c'est. Ah peut-être. C'est de l'entreprise, mais voilà. Mais au final, il fait beaucoup d'environnement. Et oui, c'est bizarre parce qu'en permanence, ils vont critiquer le mâle blanc dominant qui est à la tête des grandes entreprises qui dirigent le monde, leur grand complot. Et en même temps, ceux qui font avancer leur agenda, ceux qui sont vraiment derrière, et on a l'impression qu'ils font le courant, c'est exactement ceux qui critiquent. Ouais. Je veux dire, BlackRock aujourd'hui, c'est 10 trillions, c'est le plus gros fonds d'investissement au monde, et c'est lui, au fur et à mesure, qui oblige les entreprises, si elles veulent recevoir des lignes de crédit, de s'inclure dans cette idéologie, de faire de la diversité, de l'équité. Bien sûr. Comment ils font encore ce tour de passe-passe ? Et en quoi ça leur est... En fait,
Moi, je te laisse. Mais alors, sur ça, il y a plusieurs choses. Je crois que c'est Lénine qui disait les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on les pendra. Il y a l'idée que le capitalisme est très mobile et capable de s'adapter à toute contestation idéologique. Et donc, lorsque vous avez une jeune génération qui est de fait, particulièrement aux US, mais un peu en France aussi, assez anticapitaliste, en tout cas qui se considère anticapitaliste, et qui a un iPhone. Alors, il y a la question du confort matériel, en effet, mais qui se considère anticapitaliste, le capitalisme doit être capable, pour survivre, d'intégrer cette contestation. Et donc, par exemple, de vendre des coques d'iPhone, en effet, avec marqué Fuck Capitalism, et ça, c'est une façon de s'adapter à la contestation, je sais pas si vous voyez. Et sur ça, il me semble que la question écologique va dans ce sens-là. Si vous voulez continuer à pouvoir vendre vos produits à cette génération Z, qui est sensible, comme on dit, à ces thématiques, il faut que vous ayez un emballage vert, un emballage LGBT, etc., pour vendre la même chose, mais à un autre public. Donc, le capitalisme n'a aucun mal à s'autocritiquer, en quelque sorte, pour continuer à fonctionner. Donc, je pense que ça, il y a même des marxistes pur jus qui font cette analyse-là en disant le wokisme a été une des belles ruses du capitalisme pour continuer à se maintenir et déplacer, à la suite de la crise de 2008, les débats autour de la question sociale vers la question sociétale, en disant on ne parlera plus de classe et on ne parlera plus de taxes ou moins de taxes, etc. On va parler de privilèges blancs, de racisme systémique, d'équité de genre, etc. Donc on va déplacer le sujet, et de fait ça a été les grands groupes médiatiques américains qui, à la suite de 2008 et du mouvement Occupy Wall Street, ont déplacé le débat avec une explosion quantifiée et analysée des termes diversité, équité, racisme systémique, inclusion, et qui ont changer le débat en même temps que les réseaux sociaux. Twitter, je crois, a été lancé en 2008, si je dis pas de bêtises, autour de ces eaux-là, 2009. Et le débat public avec l'arrivée d'une nouvelle génération biberonnée aux réseaux sociaux a changé à ce moment-là. Et pour survivre, il faut être anticapitaliste, dissident, prêt à vendre. Et là-dessus, il y a un point qui me paraît important. La phrase qui revient souvent, même chez des gens qui sont chez BlackRock et dans ces profils-là, c'est une phrase anglaise qui est « speak truth to power », qui est d'ailleurs « je vais dire la vérité face aux puissants », un peu l'idée voltairienne, le dissident courageux, machin, etc. Et ce qui est frappant, c'est que c'est aujourd'hui la posture du dissident est devenue la posture la plus conformiste qui soit. Lorsqu'on a un candidat centriste qui se présente aux élections présidentielles de 2017 en visant une sociologie de retraités, il doit intituler son ouvrage de campagne « Révolution ». Sachant que ce qui est pas un crime, mais en tout cas il sortait des grandes banques. Mais il y avait cette idée de toujours jouer le petit contre le grand. Prenons un exemple de la pop culture, mais la chanteuse Angèle, elle a fait la chanson Balance ton quoi, dans lequel elle enchaîne des lieux communs du féminisme contemporain. Et son refrain, c'est de dire, en conséquent, par rapport à ce que je viens de dire, je sais que je passerai pas à la radio, etc. Bref. Et de fait, ça a été la chanson la plus massivement diffusée à la radio française et belge pendant 3 à 4 mois de suite. Donc il y a toujours ce Dora du dissident qui fait que le mec tout en haut, qui soit de chez BlackRock ou autre, il est obligé d'expliquer qu'il est le petit courageux, en bas le Jean Moulin, en train de faire la révolution et de résister à des forces toutes puissantes. Et ça devient de plus en plus ridicule au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale, parce que passé un certain stade, contre qui vous battez-vous? Et la question reste un peu sans réponse. Ouais, c'est vrai que c'est marrant et c'est de plus en plus frappant de les entendre se plaindre du fait qu'on leur donne pas la parole, que leurs idées ne sont pas diffusées, alors qu'en fait c'est omniprésent en permanence tout le temps. Bien sûr. Entre les affiches qu'il y a dans la rue, entre ce qu'on te demande en entreprise, dans les séries, on peut plus en regarder. Et pareil à l'école, même moi à mon époque, pourtant je suis pas très vieux, déjà dans les manuels scolaires on le sentait venir en fait, et c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que toute la gauche est woke, et est-ce que même c'est quelque chose qui est à droite? Est-ce qu'en fait tous nos partis politiques sont woke? Alors c'est une bonne question. Il faut prendre la gauche au niveau occidental. Toutes les gauches occidentales, globalement, même s'il y a peut-être des marches arrière, des petites marches arrière, on verra, ont été dévorées par l'idéologie woke. La gauche française,
c'est tout le sujet du 3e chapitre de cet ouvrage, qui est celui qui m'a mis le plus de temps à rédiger et dont je suis le plus fier. La gauche française a résisté plus longtemps que les autres. Moi, mon analyse, c'est qu'elle est quand même, pour des raisons démographiques, en train de se faire dévorer. On regarde l'âge moyen du militant de gauche non woke et l'âge moyen du militant de gauche woke, il y a un décalage qui est très fort. C'est-à-dire que le jeune, aujourd'hui, qui se sent fondamentalement de gauche et qui n'est pas woke, devient de plus en plus rare. Il existe encore, mais il est de plus en plus rare. La gauche est vraiment durablement passée à la question sociétale, je pense. Donc, toute la gauche ne l'est pas, mais l'iceberg est en train de fondre, et ça se complique. C'est quoi la différence entre l'ancienne et la nouvelle gauche? C'était quoi l'ancienne gauche? Parce que moi, j'ai bien sûr, jamais connu. Bien sûr. Alors, j'en ai parlé justement sur Transmission. La première conversation qu'on a faite, c'était Marcel Gauchet, qui lui vient de cette ancienne gauche. Et je lui ai expliqué que j'avais lu un de ses textes de 1980, dans lequel il notait que la rhétorique des droits individuels commençait à prendre de la place. Et donc j'ai lui demandé, mais moi j'ai que connu cette rhétorique-là, c'était quoi avant? Et lui, il m'a répondu, avant on parlait de classe, on parlait de gros blocs sociologiques, on parlait de tendances historiques, on parlait pas de l'individu et ses droits, quoi. Donc ça, c'était ce qu'il y avait à gauche avant. Et d'ailleurs, l'analyse sur la question des discriminations a un peu évolué aussi. C'est-à-dire qu'avant, on disait... hier, à 22h30, Patrick a commis tel acte raciste qui était celui-ci. Donc c'était individuel. Et il y a eu un basculement qui est... On critique encore le racisme individuel, mais désormais, ce qui est plus important, c'est la question systémique. Ce qui fait que, paradoxalement, alors que l'accusation est plus grave, parce que je suis pas en train de dire il y a eu un racisme individuel, je suis en train de dire il y a un racisme qui est tellement énorme, qui fait partie du système. Normalement, lorsqu'une accusation est plus grave, la charge de la preuve est plus forte. Démontrez-moi cette accusation plus grave. Eh bien, c'est eu l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant que c'est partout, j'ai pas besoin de vous donner de preuves. La charge de la preuve se renverse sur vous. Qui êtes-vous pour me dire qu'il n'y a pas de racisme systémique? Et il y a donc le passage de l'individuel au systémique, je pense que c'est une des grilles de lecture de l'évolution entre ancienne gauche et nouvelle gauche. Mais moi, mon analyse dans l'ouvrage, c'est que il faut arrêter avec les explications, disons, météorites, qui est tout se passait très bien dans notre petit monde, et d'un seul coup, une météorite, c'est-à-dire un truc extérieur, extraterrestre, imprévisible, radical, a tout changé en 2 ans, et c'est une des faiblesses du terme américanisation du débat, c'est que ça nous dédouane de toute responsabilité. C'est pas nous, c'est les Américains. En 10 ans, Twitter, l'invention du bouton like sur Facebook, enfin, j'ai vu toutes sortes de théories dans ce genre-là. Moi, ma lecture, c'est de dire, il y a une part de vrai, mais plutôt que explication météorite, il y a aussi l'explication le ver est dans le fruit. Même dans la métaphore du cheval de Troie, il y a des gens qui ouvrent la porte de l'intérieur. Donc, quand vous faites dévorer par un virus, c'est que de base, vos systèmes immunitaires et idéologiques étaient assez faibles. Et un exemple de ça, c'est la question du jeunisme. À gauche, depuis très longtemps, depuis au moins 68, il y a cette idée que les jeunes ont toujours raison. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez 20 ans en 68 et vous dites de façon sans doute assez intéressée, les jeunes ont toujours raison, donc j'ai raison, etc. Vous prenez 50-50 dans les pattes, vous avez 75 ans, vous tombez sur des jeunes qui vous disent les jeunes ont toujours raison, ok boomer, vous avez rien à redire. Et c'est pour ça que je me suis amusé à dire qu'il y a rien de plus boomer que ok boomer. C'est les baby boomers de 68 qui ont inventé la notion de tuer le père et de rupture intergénérationnelle et de subversion. Quand on sacralise la subversion, on sera forcément subverti. Quand on sacralise la transgression, on sera forcément transgressé. Et quand on sacralise la révolution, on sera forcément renversé. Ouais, c'est le problème même du progressisme. Ouais. C'est que si en plus tu le donnes aux jeunes, en fait, il y a jamais d'arrêt. T'es toujours débordé. T'es toujours débordé. Et t'es toujours. Moi, je sais pas si t'avais vu cette séquence. C'était non, je ne suis pas un homme, monsieur. Quelqu'un qui se disait non binaire sur un plateau. Oui. Séquence évidemment très amusante, mais j'ai dit oui, il y a 4 hommes à la table et il dit non, il y en a que 3. Absolument. Et après, il va même il essaie de pousser plus loin en disant je suis à moitié libanais, etc. Bon, c'est une séquence amusante, mais j'ai choisi de la prendre au sérieux idéologiquement pour essayer de comprendre ce qu'elle reflète. On a Daniel Schneiderman, donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment une figure de la vieille gauche qui, lui, contrairement à d'autres, a vraiment essayé de suivre le mouvement. Il s'est pas dit voici mes principes. Ils me font renier mes principes, je vais les rejeter. Il s'est dit, voici mes principes, ils vont super vite, je vais essayer de suivre. Et il s'est mis à parler de raciser, un terme assez récent, il s'est mis à faire de l'écriture inclusive, donc il a essayé de courir derrière la vague. Et là, il tombe sur quelqu'un qui lui dit, moi je ne suis pas un homme. Et ce qui est frappant, si on voit sa réaction, il a envie de rire parce qu'il vient d'une autre génération,
On vient de lui dire 2 + 2 font 5 et il a envie de rire. Mais en même temps, il se retient quand même. Il se retient parce qu'il se dit... Il a déjà fait trop de travail. Peut-être que, déjà j'ai peur d'être annulé, et peut-être que la ligne du parti a changé la veille, on m'a pas envoyé le mémo, on m'a pas envoyé l'affiche, mise à jour 4.6.2, désormais on parle de non-binaire. Et plus tard, il dit de façon goguenarde, il va dire qu'il est pas blanc maintenant. Donc ça, c'est un peu l'ancien monde dans sa tête, il existe encore. Le type dit non. Et il s'arrête, il dit, OK, mais maintenant, je vais croire tout ce qu'il va me dire. Et le type aurait pu lui dire, je suis une femme noire de 6 ans, et il aurait fini par dire oui. Et ça, je trouvais ça fascinant de docilité idéologique et de soumission idéologique en disant, tout ce qui se présente comme étant le progrès et la nouveauté et la jeunesse a forcément raison contre moi. Même lorsqu'il m'insulte, et je vais me soumettre à... C'est admettre d'être un wagon dans un train. Le wagon, il n'a pas de libre arbitre, il suit un train. Et dans ce moment-là, Schneiderman était un wagon qui s'assumait en tant que wagon, sans libre arbitre, en train de suivre des rails prédéfinis, sans savoir où ça pouvait aller. Mais et ça, c'est, pardon, mais le sujet idéal du régime totalitaire. Ouais, c'est exactement là où je pensais qu'on allait aller aussi. Ça fait penser à ce qui s'est passé en Chine avec le grand bond en avant, oui. la révolution culturelle où t'avais des jeunes qui condamnent et des jeunes qui condamnent les vieux, les jeunes qui balancent leurs parents. C'est ça, les parents, les profs. Et ça arrive aujourd'hui, au sens où des jeunes coupent les ponts avec leurs parents. Et là aussi, ça ressemble à un mouvement sectaire, parce que dans le mouvement sectaire, souvent, on prend l'individu et on prend une paire de ciseaux et on découpe tous les liens sociaux autour de lui. Comme ça, on a un individu isolé, beaucoup plus malléable, qui ensuite, si vous voulez quitter la secte, n'aurait plus rien financièrement, socialement, relationnellement, etc. Et quand on cherche à casser le lien parent-enfant, qui est un des liens les plus puissants qui existent, qui nous protège tous de la solitude, c'est vraiment le filet de sauvetage le plus épais qui soit. Quand on déchire celui-ci, là vraiment, on est en train d'isoler l'individu socialement. Et donc les jeunes très à gauche qui balancent leurs parents, qui ne seront jamais assez à gauche pour eux, ça c'est une dynamique idéologique qu'on a vue en Chine et qu'on revoit aujourd'hui et qui est à mon sens une des plus inquiétantes qui soit. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut, ça peut finir très mal cette histoire? Qu'on peut finir sur quasiment des massacres de masse, un renversement du pouvoir, parce que quand on les imagine, ces gens-là, c'est toujours des gens assez frêles, qui de toute manière détestent la virilité, donc ils font pas de sport, ils se développent peu, ils restent chez eux, souvent ils ont des attitudes où tu te dirais, tu te bousculerais dans la rue et ils te pardonneraient, et on n'arrive pas à les imaginer faire une révolution. Est-ce que c'était est-ce que tu as étudié la question en Chine? Est-ce que c'était à peu près la même chose ou est-ce que c'est totalement différent aujourd'hui? Comment ça va se passer? Là aussi différent, c'est en effet le rapport à la violence et au corps n'est pas le même et on s'est considérablement fragilisé collectivement en général et particulièrement, je dirais, au sein de cette génération. Mais cette tension intéressante que tu notes est vraiment passionnante. C'est-à-dire que certains ont théorisé, alors dans les critiques du wokisme, pas dans les adhérents, la notion de cry bully, qui est une contraction de cry baby, donc celui qui chouine, et bully, celui qui vient agresser, harceler, etc., quoi. Et il y a ce mélange des deux qui est très paradoxal, qui est je suis faible, donc j'ai le droit de taper. Il y a un peu ce truc qui est bizarre à analyser, quoi, du martyr de la cause qui fait qu'il a le droit de tout faire parce qu'il a été martyrisé. Les moyens en permanence. Oui, c'est ça. Mais il y a un rapport force-faiblesse. C'est pour ça que je parlais moi, je théorise dans cet ouvrage la notion de décideur. C'est des décideurs qui se veulent dissidents. Donc, on a des gens qui sont tout en haut et qui, pour rester en haut, doivent dire qu'ils sont tout en bas. Et il y a la même chose dans le rapport force-faiblesse. Je suis faible, donc j'ai le droit d'être très fort contre toi. Et par contre, il existe quand même le phénomène antifa, donc des gens qui se disent antifascistes, qui eux, au nom des faibles et au nom de la bonne cause et au nom de la lutte contre les dominants, contre les puissants, etc., sortent des battes de baseball et agressent vraiment et sont plutôt en forme physiquement de ce que j'en vois. Donc c'est un peu le bras armé de ceux qui peuvent faire le sale boulot dans certains contextes. Alors sur des massacres de masse, je sais pas si on peut en venir là. Il y a quand même encore me semble-t-il, des anticorps idéologiques. On a un rapport à la violence en démocratie qui est que la démocratie, c'est précisément le système qui fait qu'on juge les moyens et pas que les fins. On va pas accepter de pendre un opposant politique. On va pas accepter normalement de condamner juridiquement quelqu'un avec qui on est en désaccord. Donc il y a quand même l'idée de mettre un accent sur les moyens et pas juste sur les fins.
Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser aujourd'hui à ce qui se passe aux États-Unis, où on pourrait dire, voilà, en démocratie, on émet des limites, on peut pas pendre son opposant. Et pourtant, ce qu'on voit apparaître aux États-Unis, c'est que tu dis que la démocratie t'appartient et que tu es le représentant de la démocratie, Oui, et oui. que l'autre est sorti de la démocratie. Et par exemple, on voit le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, où elle dit, en fait, il ne fait pas partie de la démocratie, il est anti-démocratie. Limite, elle va l'accuser d'être l'enfant d'Hitler. Et donc, est-ce qu'on peut pas, au fur et à mesure, tendre vers, comme tu dis, cette protection, normalement, qui devait être dans nos systèmes, qui, en fait, va exploser parce que justement ils arrivent au fur et à mesure à te faire comprendre que ils vivent dans deux camps différents et que lui c'est le grand méchant, et on peut se permettre toutes les horreurs contre son opposant. C'est vrai, il y a eu en effet une radicalisation dans l'invective dans le débat démocratique. J'allais dire de part et d'autre aux États-Unis, parce que je pense que c'est vrai, mais chronologiquement, si on veut étudier le phénomène américain, le wokisme démarre sur les campus. Alors, comme toujours, ça se fait graduellement, mais globalement autour de 2012-2013. On a justement la génération qui, autour de 98, de 95, qui est la iGen, donc la génération un peu numérique. Si on fait 95 plus 18, quand ils arrivent sur les campus, ça fait 2013, 2014, etc. Et donc ce phénomène-là commence maintenant, et Trump, c'est 2016. Donc Trump arrive après, et une réponse à certains égards au mouvement woke, où Trump arrive en disant, regardez, il vous traite de sale blanc, moi je vais pas vous traiter de sale blanc, vous n'êtes pas criminel pour votre couleur de peau. Ça a été une partie de son succès. Bon. Ensuite, Trump lui-même a poussé plus loin dans l'injure, et maintenant on a une rivalité très forte entre les deux blocs américains, et globalement, ce qui fait voter les gens, ça a été étudié aux États-Unis, ce qui fait sortir un citoyen américain un bon matin pour aller poser un bulletin dans une urne, c'est la volonté de faire mal au côté adverse. Et ça, vraiment, c'est le début de la fin, parce que quand vous êtes dans cette logique-là, toutes les contradictions dans votre camp, vous n'avez rien à faire, toute la mauvaise foi, toutes les malhonnêtetés, les monstruosités, tant que ça fait mal, et tant que vous voyez qu'en face, ça fait pleurer, c'est bon, c'est justifié. Et on voit cette logique-là. On a vu ça. Il y avait un documentaire sur le moment d'ouverture la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et dans cette cérémonie, je crois que c'était Thomas Joly, donc le metteur en scène, mais je peux me tromper, ou un de ses collègues, qui en off était en train de dire, il y a toute la droite ou tous les réacs, je sais pas quel terme il utilise, qui sont en train de pleurer, c'est génial. Donc on comprend que là, pour une cérémonie qui avait pour vocation d'unifier et de représenter un pays à l'international, qui d'ailleurs a créé des faux pas diplomatiques parce que d'autres pays moins progressistes que nous ont été profondément heurtés, et une part des Français évidemment, là, sa finalité première, c'était d'énerver une partie de la population. Et cette logique-là, je pense, d'un côté où à droite, on entend des gens dire je vais la vidéo que les gauchistes détestent, par exemple, sur les miniatures YouTube, c'est très présent. C'est ce qui marche aujourd'hui. La vidéo que le système déteste, que le système veut censurer, cette logique-là. La vidéo de l'arme de gauchistes, les gens à gauche qui vont dire les droitards en PLS. Et l'idée, c'est j'ai raison si je peux démontrer que ça énerve mon adversaire. Mais ce qui n'est pas un bon raisonnement, parce que je peux dire 2 + 2 = 5, ça va énerver mon adversaire, et ensuite je peux dire regardez, j'ai raison, il s'est énervé. Ça rend philosophiquement stupide, vraiment. Et c'est une autoroute pour devenir crétin en 6 mois, vraiment. Et cette logique-là a contaminé tout l'espace public. Sur la démocratie plus généralement, moi je remonterai à la question de la modernité en philo. Je vais faire simple, mais la modernité philosophique repose sur une distinction radicale entre les faits et les valeurs. Donc les faits, c'est objectif, tout le monde est d'accord. Les valeurs, c'est ton avis, c'est mon avis, c'est une opinion. Bref, on peut aussi dire fait et opinion. Qu'est-ce qui se passe ? Ça a tendance à être un peu frustrant, parce que si je veux vous convaincre sur des questions de valeurs qui, quand même, pour l'être humain, sont importantes, comment vivre sa vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est juste, etc. Je peux pas rentrer dans le domaine des faits, parce qu'on a dit que les deux étaient très séparés. Et qu'est-ce que ça donne comme comportement ?
ça donne des gens qui font passer leurs valeurs et leurs opinions en fait en permanence. Donc par exemple, je vais vous dire, c'est pas moi qui décide, c'est l'algorithme. C'est pas moi qui fixe le prix, c'est le marché. Donc c'est les libéraux qui sont un peu sur cette ligne-là. On voit aussi, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et c'est cette même logique de dire c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Il y a ça pour le racisme souvent, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est pas moi qui le dis, c'est le fact-checking. Et le fact-checking, qui est devenu très puissant aujourd'hui, c'est une radicalisation du débat démocratique où on essaye de dire non, mais ça c'est pas juste, chacun son opinion, ça c'est faux, c'est objectivement faux, et on vient taper sur le camp adverse avec la logique du fact-checking, qui un très bon article du Figaro là-dessus de Pierre-Thomas Eckert sur cette surdistinction entre faits et valeurs qui fait qu'on a un débat démocratique où tout le monde est en train de tricher et essayer de placer ses valeurs en fait. Et ça fait un débat pas très honnête en fait, parce que tout le monde se cache. Tout le monde joue à cache-cache et tout le monde fait des sophismes. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut opposer au wokisme? Comment on se bat sur leur terrain qui est très mou, ouais, bien sûr. où comme tu dis, on s'en fout des faits, les statistiques, on les change comme on veut, et puis si ça marche pas, en fait c'est l'expérience qui était mauvaise. Oui. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres sujets, il vaut vraiment mieux prévenir que guérir. Et c'est pour ça que ça a été la logique de transmission aussi, c'est-à-dire on va faire lire notre génération des choses intelligentes, intéressantes et pluralistes et contradictoires, etc. Histoire que lorsqu'ils tombent sur un militant woke qui essaie de leur expliquer certaines idées, ils ne sont pas prédisposés à les accepter. Parce que une fois que vous êtes dedans, comme dans une secte, c'est très très difficile de faire marche arrière. Il y a beaucoup de raisonnements circulaires, par exemple. Quelle est la définition d'une femme dans ce milieu-là? Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme femme. Mais qui s'identifie comme quoi? Comme femme. Oui, mais femme, ça veut dire quoi? Femme, ça veut dire une personne qui s'identifie comme femme. Et on tourne en rond. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des sophismes en tout genre, il y a des définitions changeantes et fluctuantes. Par exemple, les gens ont encore en tête la vieille définition du racisme, qui est une hiérarchisation morale entre deux individus selon la question de la race. Eux, leur définition est tout à fait changeante. Et du coup, les gens se disent, moi, je suis pas raciste, donc je suis de leur côté, je suis antiraciste, sans comprendre que la définition a changé. Donc, il y a plein de sophismes, il y a plein de tromperies intellectuelles, disons, ce qui fait que il vaut mieux prévenir que guérir. Comment prévenir en dehors de la question de la culture et de montrer qu'une conversation libre, comme ici, comme sur transmission, peut avoir lieu entre jeunes. L'autre façon de faire qui me paraît déterminante, c'est si d'un côté, le cœur psychologique du wokisme, c'est la culpabilité pour ce qu'ils appellent les dominants, les majoritaires, etc., et le ressentiment chez les dominés, les minoritaires, etc. La façon de sortir de ça, c'est de sortir du ressentiment chez les minoritaires et de sortir de la culpabilité chez les majoritaires. Il y a une culpabilité occidentale qui est extraordinairement puissante, on en parlait au début, qui fait que les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui était directeur financier dans un très grand groupe et qui devait être directeur financier dans un encore plus grand groupe et qui simplement n'a pas été embauché de ses propres mots parce qu'il cherchait une femme. L'entreprise cherchait une femme. C'est-à-dire qu'il a été discriminé à l'embauche, très concrètement. Et il trouvait ça très bien. Il a fait 3 mois de chômage et il trouvait ça très bien. Et dans le fond, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est dit, dans le fond, je l'ai bien cherché, je l'ai bien mérité. Il y a un peu cette notion-là, quoi. Et cette notion-là, l'individu culpabilisé au niveau individuel, c'est quelqu'un qui, par exemple, va, pas celui que j'ai en tête, mais en général, c'est quelqu'un qui va rater un entretien d'embauche plus ou moins volontairement parce qu'il s'imagine qu'il mérite pas ce poste. C'est quelqu'un qui va détruire une relation parce qu'il s'imagine que, dans le fond, elle mérite mieux que moi. Les comportements autodestructeurs, c'est le fait souvent d'individus culpabilisés. On projette cette même logique au niveau individuel, au niveau collectif. Dans le fond, on mérite pas mieux que ça. Dans le fond, par exemple, des personnes issues de l'immigration pendant les émeutes ont cassé, brûlé des villes, brûlé des mairies. Il y a un maire dont la famille était encore dans un bâtiment en feu qui a réussi in extremis à s'en sortir. Et ce brave maire est allé à la télévision en expliquant que c'était pas de leur faute. Et dans le fond, il se dit, nous, collectivement, nous l'avons bien cherché. Et cette logique-là, elle peut aller très très loin. Il y en a pas de raison d'arrêter de se fouetter quand on aime ça. Et il faut arriver, à mon sens, à sortir de ce sadomasochisme. Et ça, c'est un changement culturel énorme.
Et de fait, les pays les plus culpabilisés historiquement sont les pays qui ont été le plus susceptibles à être wokisés à grande échelle. L'Allemagne, pour des raisons évidentes, a très très peu d'anticorps. Et c'est dit dans le fond, on mérite pas mieux que ça, parce qu'on a été méchants historiquement. Et ça peut aller très loin, sans limite psychique. J'ai l'impression, comme tu dis, une fois que voilà, on commence à lire, à écrire dessus, à lire dessus, à comprendre ce système de pensée, au fur et à mesure, on peut se débattre, on peut réussir à les attaquer. Et j'ai l'impression que ce type de pensée, comme on n'a pas encore vraiment parlé, mais des origines et de comment elle a bougé au cours du temps. Où au début, c'est peut-être parti même de mecs comme Foucault avec la pensée de la gauche, et puis de Foucault, de Rousseau, si on remonte beaucoup plus loin, puis au fur et à mesure, même avec Hegel, tout ça, faudra qu'on fasse du contenu là-dessus. Et on arrive avec avec la Première Guerre mondiale, on arrive avec le marxisme qui évolue et qui trouve des contradictions, des choses où en fait ça marche pas dans certains cas, donc il faut faire évoluer la pensée. Et est-ce que aujourd'hui, au fur et à mesure, tu vois un futur pour le wokisme? Est-ce que tu penses que il va muter une nouvelle fois, une fois que les gens vont se rendre compte de comment il ne fait pas de sens, comment aujourd'hui il y a l'expression qui se développe, go woke, go broke, où quand tu décides de faire juste du social au sein de ton entreprise, mais en fait à la fin à part faire du social, ne produit plus rien. Les gens n'achètent plus tes produits. Il y a des gens qui sont encore prêts à payer parce que idéologiquement ils sont complètement foutus. Comment tu prévois le futur? Comment tu le pressens un peu? C'est une question très dure. Non, bien sûr, mais elle est intéressante. Il y a deux choses. Il y a pronostic de succès ou d'échec du wokisme, et il y a est-ce qu'il va évoluer qualitativement. Je pense qu'il évolue tout le temps, d'une certaine façon, parce qu'il y a un éloge de la fluidité, donc de la mobilité. C'est là où c'est très dans l'air du temps, le bougisme, le mouvement, etc. Et ce qui est frappant, c'est que dès qu'il est nommé, dès qu'il y a une étiquette, ils ont tendance à vouloir se débarrasser de l'étiquette pour devenir autre chose. On a eu tout le débat un débat très frustrant et très peu intéressant dans l'espace public français autour du terme lui-même, en disant c'est péjoratif, ils s'en revendiquent pas, donc c'est un terme inventé par la droite, ce qui est faux, c'est un terme qui vient du monde afro-américain militant, qui ensuite est sorti de la question purement raciale, etc. Bon. Mais une fois que le terme a été cerné et donc identifié et donc potentiellement combattu en tant entité unifiée, ils ont dit non, c'est pas vrai, ils ont voulu, un peu comme une pieuvre qui fait une marche arrière, envoyer un nuage de fumée et battre en retraite. Donc il y a toujours ce petit jeu de chat et la souris sémantique, on est sur de le nommer. Et une autre variante de ça a été la question précisément ESG ou RSE en entreprise, responsabilité sociale et environnementale, où grâce notamment à un gros travail de la part de militants et d'intellectuels américains conservateurs, ou républicains disons, le terme est devenu péjoratif. Et on a vu des entreprises, en effet, go woke, go broke, qui ont des difficultés. Et donc, ce qui a fini par se passer, c'est que certains, on fait plus discrètement, on parlait d'inclusive capitalism, on trouvait d'autres mots pour faire à peu près la même chose. Donc, il y a toujours ce jeu en cours. Est-ce que un jour, on aura coupé toutes les têtes de l'hydre idéologique et l'hydre mourra, ou est-ce que ce sera constamment en train de muter? Je ne sais pas. Sur le pronostic plus généralement de succès quantitatif, entre guillemets, du wokisme, on a vu pour la première fois une légère baisse, c'est The Economist, ce qui est en soi significatif parce qu'ils sont assez centristes, fréquentables, libéraux. The Economist a publié un papier intéressant qui montrait que la quantité de certains termes, je vous avais dit que ça avait explosé 2009-2013 à peu près, s'était mis à baisser pour la première fois depuis que ça a commencé à monter. Depuis 2009, on a vu une légère baisse. Alors, une légère baisse, quand on est très très haut, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Une légère baisse, ça ne veut pas dire que ce sera une baisse continue. Ça va peut-être remonter, c'est pas forcément prédictif. Mais en tout cas, ça c'est en soi significatif. C'est la première fois que ça commence à baisser depuis que ça monte. Maintenant, pourquoi c'est dur à mesurer? Lorsque vous êtes dans une université, par exemple, et que votre collègue et 2 amis ont été annulés et licenciés, ce qui arrive dans le monde américain, vous allez être fortement poussé à ne plus vous prononcer sur des sujets polémiques ou contentieux, et donc à rentrer dans le rang. Et donc celui qui fait des statistiques,
qui ont des statistiques très intéressantes en général, d'annulation, il va pouvoir dire, regardez, dans cette entreprise, dans cette université, dans cette entreprise, il y a eu moins d'annulations qu'auparavant, donc le wokisme baisse. Ben non, c'est qu'il a gagné, en fait. C'est que tout le monde pense pareil. Travail à faire. Et c'est ça. Et les gens, en tout cas, les dissidents n'osent plus l'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a la même chose sur l'insécurité parfois. En fait, cette personne qui s'est fait agresser une fois, c'est suffisant pour qu'elle ne fasse pas le même trajet et qu'elle contourne. Et donc, celui qui gère la statistique d'insécurité pourra dire, avec ses petites lunettes et sa cravate, regardez, les chiffres baissent, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut arriver aussi à ne pas se laisser obnubiler par les statistiques et à comprendre le flair culturel. Et dernière chose là-dessus, les objectifs glissent. C'est-à-dire que les gens s'habituent, le wokisme d'hier devient la norme d'aujourd'hui, et l'avant-garde d'hier, celui qui était très très progressiste, devient le réac d'aujourd'hui. Ça a eu lieu en France sur 60 ans, c'est en train de s'accélérer. Ça ne veut pas dire que ça va continuer nécessairement, mais en tout cas c'est une tendance lourde. Et là-dessus, j'aimerais prendre un exemple, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est l'idée que le neutre n'existe pas. Le neutre, c'est le masque du dominant. Quand on dit tous, on parle pas des hommes et des femmes, on parle que des hommes, c'est le masque du dominant, etc. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait le neutre, c'est le dominant. Bon. Cette même idée, certes sans écriture inclusive, donc pour ceux qui ne savent pas l'écriture inclusive, c'est quand on écrit les étudiants.e.s, qu'on mutile la langue française par idéologie. Cette même idée, dans le fond, je l'ai retrouvée chez Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur récent, conservateur de droite, etc., qui lui dit, mais c'est un tic de langage qui a été repris par toute la classe politique depuis Macron, qui l'a un peu popularisé, je dirais, dans la campagne de 2017, celles et ceux, toutes et tous. Et c'est la même idée, c'est que le neutre n'existe pas. Quand je dis tous, apparemment, je ne parle pas de tout le monde, je parle que des hommes. Et donc, on va tous se mettre à dire bonjour à celles et ceux. Tous mes professeurs à l'université faisaient ça. Et ça, c'est, vous voyez, et ça va pas être qualifié de wokisme parce que non, mais attention, moi je dis ça, mais je suis contre l'écriture inclusive. Mais dans le fond, c'est strictement la même logique, un peu moins radicale parce qu'on va pas jusqu'à inventer des nouveaux mots. Mais c'est quand même l'idée d'inclusivité qui vient à dire que la neutralité, même dans la langue, n'existe pas. Et donc là, comment est-ce qu'on mesure? Bon. Ok. Ouais, en fait, comme dès qu'on l'identifie, au fur et à mesure, il change sa forme et on s'y adapte aussi. On s'y fait. Il y a des choses qu'on ne dit plus dans l'espace public parce qu'on s'est adapté à ça. Et en fait, comme eux sont actifs et nous, on reste sur du passif. Nous, j'ai du mal à nous qualifier, peut-être un peu une sorte de conservatisme. En fait, on peut que accepter au fur et à mesure, faire des concessions. Donc, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. Mais comment on prévient lorsqu'on a l'impression que le corps est déjà malade? C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas trop tard? Comment toi tu te projettes? Est-ce que il y a un moment tu vas en avoir marre, tu vas quitter la France? C'est dur à la fin, tu vois. C'est dur. Maintenant, je suis assez loin d'être fataliste et je pense que la France a plus d'anticorps que d'autres pays. Okay. Je pense que le Canada, par exemple, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, quand on mesure, il y a deux choses à mesurer. Il y a l'ampleur de l'offensive, la quantité de gens passifs au milieu et l'ampleur de la contre-offensive. Et il faut prendre un peu les trois facteurs en compte. Parce que aux États-Unis, le wokisme est très fort, mais il y a eu quand même une réaction assez forte. Au Canada, le wokisme est très fort, mais il n'y a pas eu de réaction forte. Donc chaque pays est un peu différent là-dessus. En France, le wokisme est assez fort, quand même moins qu'aux États-Unis, et la réaction, me semble-t-il, aussi est assez forte. On a quand même un espace public qui est plus pluraliste que d'autres. Quand vous parlez à des Belges, quand vous parlez à des Québécois, donc c'est quand même des francophones, donc la comparaison est assez intéressante, ils arrivent en France et ils vous disent vous êtes d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, quoi. Donc non, je suis pas fataliste, non. Ok. Pour quelques mots pour la fin, pour conclure, le wokisme, on dirait que c'est vraiment le logiciel marxiste qui a évolué au fur et à mesure, qui a pris une nouvelle forme. Et on a envie d'espérer que ça finisse pas comme les expériences de communisme, de marxisme qui se sont passées dans le futur, où ça s'est fini par les plus quasiment grands crimes contre l'humanité. Comme cette fois, c'est aussi pas sur un plan économique, mais plus sur un plan sociétal, de valeurs morales, ce genre de choses. Et qu'en plus, comme tu l'as relevé dans ton livre et durant cette interview, qui est remplie en fait de contradictions, on peut peut-être espérer que
il s'effondre sur lui-même, qu'au fur et à mesure, grâce à les travaux que tu fais, grâce au contenu qu'on réalise, de plus en plus de gens vont être capables de pointer du doigt ces choses, et peut-être que il reste un peu de rationalité et de presque d'amour propre même chez les gens pour réaliser et s'en défaire. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce que c'est aussi la conclusion de ton livre? Alors oui, dans la conclusion, j'essaie d'avoir un point de vue nuancé qui consiste à la fois dire que l'autodestruction est conceptuellement inéluctable, certaine, et qu'en même temps... leur autodestruction. Leur autodestruction, non, pas de l'Occident. Justement, ça va être la question. C'est-à-dire que si on est culturellement complètement woke, l'autodestruction, ça signifie la nôtre. Prenons une métaphore. On connaît tous l'image du serpent qui se mord la queue. On sait que c'est une situation qui n'est pas durable, disons. Mais s'il se mord la queue autour de notre cou, de savoir que ça va s'autodétruire, tant mieux. Nous aussi, en fait. Bon, c'est un peu un boulet dans l'océan. Il est certain de couler tout au fond, mais s'il s'accroche à notre cheville, nous aussi. Et si vous allez voir mettons que vous soyez Solzhenitsyn, qui a beaucoup écrit contre la question du communisme, qui a écrit l'archipel du Goulag. Si vous êtes Solzhenitsyn et que vous allez voir quelqu'un qui est dans un goulag et que vous lui dites, vous inquiétez pas, ça va s'autodétruire, il va vous dire, ça aurait été sympa que vous publiiez votre livre plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Le Solzhenitsyn fait partie des causes majeures, l'archipel du Goulag, de l'effondrement du communisme, parce qu'il a révélé au monde les contradictions du communisme. Il a également fait un travail factuel très important en disant, regardez concrètement, voici ce que j'ai vécu. Donc ce n'est pas le paradis que les intellectuels français, notamment des années 60, décrivaient. Et il a sauté à pieds joints, en quelque sorte, sur les contradictions pour accélérer l'effondrement inéluctable. Et je pense qu'il est possible d'accélérer l'inéluctable, en l'occurrence, sur le wokisme, je me compare pas évidemment à Solzhenitsyn, mais le travail intellectuel et le travail de démontage payent. Et il y a eu également, je pense, une évolution dans le débat public français à la suite du 7 octobre, donc là ça fait un peu plus d'un an, où une part des gens intellectuels qui ont été très marqués par la question de la Seconde Guerre mondiale et de l'antisémitisme se sont rendus compte que les personnes en face n'en avaient rien à faire des minorités en tant que telles, parce que la minorité juive, elle, pouvait et devait être pourchassée, persécutée, etc. Et là, d'un seul coup, il y a une sorte de déclic dans la culpabilisation qui, historiquement, en France, s'est faite via la question de l'antisémitisme. On a expliqué aux Français qu'ils étaient tous des collaborateurs de Pétain en puissance, que tous avaient caché des juifs, que tous avaient collaboré, etc. Et que cette culpabilisation a anesthésié tous les anticorps et toute forme de fierté nationale, parce qu'on était réduit aux fameuses heures les plus sombres de notre histoire, les pages sombres, etc. Et via la question de l'antisémitisme qui s'est retournée, et qui désormais n'est plus, je dirais, l'apanage du progrès et du camp du progrès, il y a un début de déculpabilisation qui a été faite, qui est de dire, en fait, la critique du wokisme est peut-être dans le bon sens de l'histoire, et peut-être qu'un retournement est possible, et peut-être qu'on a le droit moralement de critiquer cette idéologie. Et donc je pense que le 7 octobre a été un moment assez décisif. Je dis pas que c'est gagné, mais en tout cas, la critique du wokisme est devenue peut-être un peu plus facile dans l'espace public. Maintenant, à l'inverse, si on prend les États-Unis, un sondage avait été fait en décembre dernier, consiste à dire, pensez-vous que les Blancs sont une race intrinsèquement coupable et qu'il faudrait discriminer contre eux à l'embauche? Une question assez chargée. 79% des 18-24 ans étaient d'accord. Donc si vous projetez l'évolution de cette démographie dans les réseaux de pouvoir, dans les relais culturels, etc., l'avenir américain s'annonce sombre. On a rarement des sondages aussi détaillés en France, mais je pense pas que la jeunesse française soit à ce point culpabilisée. Et de fait, dans les votes, c'est quand même plus équilibré dans l'espace public et c'est pas uniquement sur les partis d'extrême gauche. Donc là-dessus, encore une fois, je suis un peu plus optimiste pour le monde français que pour le monde américain. L'autodestruction du wokisme est inéluctable. La question, c'est avec ou sans nous. Et il ne tient qu'à nous d'avoir un récit culturel alternatif plus fort, de faire lire, comme j'essaye de le faire avec mes petits bras sur transmission, de regarder des chaînes qui expliquent la vie des idées aux gens et de se nourrir intellectuellement pour ne pas être hyper faible face à
des sophistes très convaincants parfois et qui savent manier les mots et les concepts de telle sorte à vous convaincre, comme un magicien va vous convaincre qu'il a fait disparaître un lapin dans son chapeau. Donc je pense que le travail est culturel et encore une fois préventif est très important. Ok. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ouais, si on veut retrouver ton travail, c'est sur Transmission, la chaîne YouTube, pour aller plus loin avec tes interviews, là où tu diffuses aussi tes idées. Et si on veut pouvoir obtenir ton livre, c'est Amazon, les plateformes traditionnelles, Gallimard aussi, j'imagine qu'ils ont leur plateforme. Oui, en librairie, vous le trouvez globalement. Et sur Transmission, on a fait une conversation avec Nora Bussini, qui, elle, a infiltré les mouvements en France. Et une conversation intéressante où on cherchait à concilier la théorie et la pratique. Par exemple, dans quel ordre est-ce que les minorités doivent marcher à la Gay Pride? Donc quelle identité gagne plus de points que d'autres? Et donc on a vraiment essayé de faire ça pendant 1h20. Et je recommande particulièrement cette vidéo pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet. Ok, bah merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir. Merci pour l'invitation. J'espère que ton aventure grandira et que ça marchera bien pour toi. Merci. Parce qu'on en a besoin. De même pour How to Bitcoin. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci.